Présente en quelques mots. Est-ce que j'ai vraiment besoin de les présenter? Juste quelques mots pour vous dire que interroger avec vous cette invitation. Qui mieux que Albert Serra, dans le cadre du festival Hors Piste cette année, pouvait interroger avec nous le corps de l'acteur qui est traversé par le temps, imprimé par la pellicule. Albert Serra, ce grand formaliste, ce grand directeur d'acteurs, surtout si je dois rappeler sa filmographie, en tout cas pour le cinéma, 7 longs métrages, Honneur de Cavaliera en 2006, Le Chant des Oiseaux en 2008. Il dirigeait Louis Carbot et Louis Serra, devenus ses acteurs fétiches. La mort de Louis XIV en 2016, dans lequel Jean-Pierre Léaud incarnait le monarque agonisant. Liberté en 2019, dans lequel Helmut Berger était l'apôtre du libertinage. Donc jusqu'à ce dernier tournage, avec un autre grand acteur du cinéma français, Benoît Magimel, Tourment sur les îles, qu'ils ont tourné ensemble en Polynésie française l'été dernier. Albert Serra envisage chaque tournage comme un corps à corps, une nouvelle rébellion, comme il aime à l'expliquer. Et il a accepté de construire pour cette édition du Festival Hors Piste un feuilleton en 3 parties. Un premier épisode ce soir, avec l'acteur Benoît Magimel. Un second épisode demain avec le cinéaste Radu Jude et un troisième avec Angelica Lidl, metteuse en scène espagnole. Donc on remercie vivement Albert de s'être prêté au jeu de ce feuilleton et on remercie grandement aussi son invité de ce soir parce que quel plus grand comédien que Benoît Magimel pouvait accompagner ce premier dialogue ensemble. Vous avez débuté, Benoît, en 1988. Vous étiez un adolescent encore. Vous étiez Momo dans le film La vie est un long fleuve tranquille d'Étienne Châtillès. Et on a le sentiment tous de vous avoir vu grandir à l'écran. Ça nous a infiniment émus. Jusqu'à votre rôle de Walter Klemmer dans La pianiste de Michael Haneke, le rôle qui vous a valu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 2001. Vous avez tourné depuis plus de 70 films, Chabrol, Garcia, Dahan, Beauvois, et puis très récemment Emmanuel Berco, le film De son vivant, pour lequel vous êtes nominé le 25 février prochain au César, ou encore Quentin Dupieux dans Incroyable mais vrai, qui ira bientôt à la Berlinale. Vous êtes un immense acteur et nous vous remercions infiniment d'avoir relevé ce défi avec Albert Serra et accepté cette invitation. Ce que vous allez faire tous les deux, ce dialogue entre un metteur en scène et un comédien, il est souvent caché du public, il est hors plateau mais hors oreille aussi. Alors on a l'impression d'assister à un moment un peu magique et on vous en remercie vraiment très sincèrement. Je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. C'est un peu improvisé, non? On s'est retrouvé maintenant, il y a une heure, depuis longtemps. Et je ne sais pas, le sujet des dialogues, c'est un peu ouvert, c'est un peu de réfléchir à vive voix et non, spontanément sur certains sujets que je pense intéressants. Et comme Amélie a dit, souvent on n'en parle pas. Et bon, surtout au niveau du travail, non, du travail concret, je pense que c'est intéressant. Et moi, du point de vue comme réalisateur, non, pour faire une petite, très très brève introduction, j'ai vu que toujours, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire quand je travaille avec un acteur, et c'est ça, cette recherche un peu qui me pousse à faire quelque chose. Et à essayer de faire une espèce d'enquête. Pour moi, le tournage, c'est une espèce d'enquête scientifique, non? Avec l'acteur pour voir que les résultats, on les saura après. Hein? On les saura à la fin, quand on aura le film fini, pour savoir si le film a la qualité qu'il devait avoir. Mais c'est vraiment une enquête artistique dans tous les sens pour trouver quelque chose qui est vraiment intéressant et qui est vraiment original et qui est vraiment fascinant et qu'on n'a pas vu avant. Évidemment, c'est impossible de créer quelque chose qui est complètement inédit, mais partiellement, oui. On peut créer des atmosphères et on peut créer des moments qu'on n'a jamais vus avant dans le cinéma ou on a vu d'une façon très très indirecte. Alors, dans ce cas, comme dans tous les autres films, spécialement dans ce cas parce que à chaque fois, non, tu grandis un peu et tu commences à... Non, la façon de travailler, tout ça devient plus sophistiqué, j'imagine, on va parler de ça, que ça arrive aussi avec toi. Parfois, avec les acteurs, on a la sensation qu'ils tombent dans les clichés, on parlait de ça il y a un moment, non, qu'ils tombent plus dans les clichés, ça arrive aussi aux réalisateurs. Mais
dans ces cas, par exemple, c'est toujours au contraire. Non? Quand il y a des défis artistiques, c'est surprendre, pas se surprendre, mais aussi c'est créer un défi à soi-même, non? Qui puisse trouver une esthétique nouvelle qu'on ne connaissait pas avant. Alors, avec Benoît, c'était un peu cette idée, la même idée que toujours, mais avec la particularité un peu que lui, il est un acteur assez doué. Non, on l'a vu dans les tournages et j'ai pu affirmer ça. Peut-être l'acteur le plus doué que j'ai vu d'une façon objective et qui, après, ça ne veut rien dire parce que parfois on disait ça aussi il y a un moment, avec les acteurs les plus doués, c'est plus facile de tomber dans les clichés. Non? Parce que les talents, tout ça, ça donne la facilité. Et ça, on les voit, parce que moi je tourne avec beaucoup de Russes, etc. Non, on les voit quand on analyse les images, dans quel point, tu sais, l'acteur peut, à un certain moment, tomber dans les clichés. Et parfois, non. Parfois, il crée quelque chose, même d'une façon inconsciente, qui est vraiment unique. Non? Et quand j'ai regardé les Russes, pour finir cette introduction, on était avec des autres monteurs, parce qu'on montait plusieurs personnes, et on s'est dit, on est un peu perdu ici. On n'est pas perdu parce qu'on comprend exactement où il est fort et où il n'est pas fort. Dans ce cas, c'est lui, parce que c'est l'acteur principal du film. Mais on s'est posé parfois des hésitations, on avait des hésitations, on s'est posé des questions, et on s'est dit, on va regarder des autres films à lui. Non? Récentes surtout, parce que du point de vue physique, du point de vue du corps, il est plus proche à ce qu'on voit dans des autres films. Et on s'est mis, on a réussi à voir certains films qu'il a fait, on a regardé un peu, et alors pour chercher la clé de notre travail, pour chercher exactement qu'est-ce qu'on devait faire, où Benoît, non, d'une façon un peu, je ne sais pas jusqu'à quel point, et ça c'est lui qui me va parler, de façon consciente ou inconsciente, il est différent, il donne quelque chose qui est inédit, même pour lui. Évidemment, ça ne sera jamais inédit parce que c'est un mélange de tout un carrière, de tout un savoir, comme moi, comme tout le monde, comme tous les artistes, mais qui n'arrive pas à maîtriser ou à contrôler d'une façon complète. Non? Et qui crée quelque chose d'une certaine incertitude, un certain moment, et qui est vraiment fascinant parce que même lui, toi, tu le regardes et tu ne comprends pas l'essence de ce qu'il fait. Tu le regardes, tu le regardes 5 fois, tu es dans les montages, non? Tu es dans les numériques, les ordinateurs. Aujourd'hui, tu peux tout analyser, comparer, mélanger, voir que. Non? Et tu vraiment n'arrives pas dans un thème, un certain un peu infini, non? Qui est le montage, à voir la différence de qualité esthétique d'un moment ou d'un autre, ça, avec les mêmes acteurs, dans les mêmes tournages. C'est vraiment très mystérieux. Alors là, cette démarche, c'était un peu ça, toujours, non, de chercher ça. Il y avait évidemment, il y a toujours un sujet, un contexte, un cadre, où ça, non, il joue le rôle d'une espèce de fonctionnaire, haut fonctionnaire de l'État, ce qui est assez inédit pour mes films, contemporains, totalement avec la problématique contemporaine. Il est tourné à Tahiti, récemment. Bon, des sujets assez contemporains, avec les petits sujets, non, des problématiques politiques, non, qui nous touchaient un peu à tous, même ici en France. Et bon, à partir de ça, on crée toute cette démarche. Et non, pour voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, et, évidemment, avec la pression extrême que j'ai, j'imagine, lui là, peut-être légèrement inférieur, parce qu'il travaille beaucoup, il fait beaucoup de films, un acteur, et chaque film c'est une étape qui passe vite. Mais pour les réalisateurs, peut-être ça prend plus de temps, mais il a une pression supérieure, dans le sens qu'il doit justifier un travail plus allongé dans le temps, mais avec la pression extrême du défi artistique. C'est-à-dire que ici, on fait n'importe quoi, mais le résultat doit être bon, c'est-à-dire sérieux. Et bon, dans toute cette espèce de pression ou de contexte assez bizarre, je ne sais pas jusqu'à quel point pour lui, je ne sais pas jusqu'à quel point pour Benoît, parce que moi je ne parle pas beaucoup avec les acteurs, alors à ce niveau-là, on ne se parlait pas. Il était conscient ou pas de ça, et peut-être ça serait la première question, ou la première dialogue qu'on pourrait. Jusqu'à quel point tu sais quand tu es, pas dans ce film, mais dans les films en général, mais quelle est je sais pas, la disposition que tu prends et comme
ce que j'ai dit de chercher toujours quelque chose qui est nouvel, qu'on n'a jamais vu, une atmosphère inédite. Si toi, jamais, tu arrives à penser que ça c'est possible ou pas, et avec le temps, normalement le temps, ce qui crée, c'est les clichés, on disait ça, comment échapper à ça, et si c'est possible ou pas, ou dans quelle mesure c'est un défi important pour toi, et comme tu le fais. Ça c'est le plus intéressant parce que non, le plus normal c'est de tomber dans la facilité, rester là. Je ne sais pas. Non, c'est un peu, peut-être que tu peux parler de comme tu te confrontes, non, avec chaque tournage, si vraiment il y a parfois cette idée de... Parce que lui, il faut le dire, il est quelqu'un qui n'est pas... Il risque un peu, non? C'est ça ce qui lui donne en valeur, qu'il n'a pas aucun préjugé. Tu sais, il n'a pas un côté vaniteux, même dans les sets ou dans les plateaux, que peut-être ça peut arriver à des autres collègues, je ne sais pas. Mais lui, dans ces cas, non. Alors, il risque, même dans des directions qu'on pourrait dire, ah, ça c'est ridicule, ça c'est grotesque, ça c'est pathétique, ça c'est de la honte même de le faire. Là, il n'y a pas d'honte, il y a une suspension de jugement. On va voir parce qu'avec les numériques, avec les techniques que je pratique, bon, ça peut donner des résultats que les jeunes n'imaginaient pas. Des questions purement techniques liées au numérique, à l'évolution de l'image, la façon de travailler l'image. Mais bon, en tout cas, du point de vue humain, il y a aussi un défi ou pas, comme se confronter avec ces défis. Aussi, on parlait du corps, Benoît, parce que tu dis qu'avec le temps, tu t'assures avec ton corps. Non, bon, je vais poser des exemples après, qu'on regardait les images, parce qu'il y a les côtés pertinents ou pas pertinents, tu sais. On se disait, ah Benoît, maintenant, soit il est trop gros, il est trop trash ou pas, ou, tu sais, il y a toujours des hésitations. Mais nous, comme on n'avait jamais aucune projection de ce que lui il devait représenter, on se... parfois tu as peur que ça va trop loin, que c'est absurde, que c'est grotesque, que c'est ridicule. Mais en même temps, la façon de connaître les limites, non, l'originalité, c'est quelque chose qui arrive toujours quand tu as croisé une certaine limite. Alors, dans cette tension, je ne sais pas combien tu as vécu, pas dans ces films uniquement, mais dans tous les films. Ce qu'il faut essayer de resituer, c'est que le travail de Albert Serra est quand même très très différent des films que j'ai eu l'occasion de faire. Sa méthode de travail est vraiment assez unique. Son écriture est unique. Et c'est en ça que ça permet peut-être ce dont il parlait. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la ligne classique d'avoir un scénario très écrit, avec des dialogues écrits, avec une ligne narrative extrêmement précise. On a un traitement de texte et on sait que tout sera en mouvement perpétuellement. Donc rien n'est inscrit précisément. Et Albert, on ne parle pas de psychologie, on n'a pas eu besoin de parler énormément, puisque finalement on est totalement libre en fait avec lui. Il y a une liberté totale. On est inscrit, il y a un cadre qui est donné, il y a une esthétique très travaillé, tout est extrêmement pensé visuellement. Je pense que il sait exactement où il veut aller, mais c'est quelqu'un qui d'abord écoute, ne regarde pas spécialement ce qu'on fait. Il est toujours, les choses sont vraiment à l'oreille. Alors évidemment il y a un regard, mais son écriture est assez unique. Et c'est vrai que pour un acteur, quand on a l'habitude d'être dans un schéma aussi classique que de tourner un moteur action et de terminer une scène avec des dialogues précis, avec lui c'est vraiment quelque chose de, quand je dis de liberté absolue, c'est qu'à partir du moment où il lance une action, on ne sait pas quand ça s'arrête. On ne peut pas savoir quand les choses vont s'arrêter, vont avoir une fin. Donc ça c'est une liberté extraordinaire. Et il faut justement se laisser totalement... c'est même pas de la direction si vous voulez, il faut se laisser aller. Et pour trouver finalement, tu parlais à un moment donné des automatismes ou des clichés, c'est-à-dire que avec le temps, un acteur commence à répéter des gestes, une gestuelle, un regard. On mémorise des choses et on commence à avoir une habitude en fait. On s'en rend pas compte, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce travail, ce qu'on a fait les années précédentes, parce que on marque un petit peu. On commence à avoir une petite marque de fabrique. On a des automatismes en fait. Et donc on essaye
d'éviter ce genre de choses. Et donc, avec Albert, c'est vraiment un espace de liberté. C'est-à-dire qu'on essaie d'incarner, mais d'oublier totalement ce qu'on est en train de faire. On essaie de ne pas avoir conscience des choses et d'être simplement. Quand je parle d'incarnation, c'est d'être absolument, totalement dans la situation qu'on est en train de vivre et de ne pas se préoccuper de ce qui va être fait, dit. On se laisse porter par les partenaires et c'est assez exceptionnel de ce point de vue-là. Voilà, donc c'est assez unique et on évite en fait toutes ces choses où l'acteur peut avoir conscience de lui-même. Parfois se regarde un peu trop, parfois réfléchit trop en fait. C'est-à-dire il faut éviter de penser, il faut éviter de réfléchir. Je trouve que parfois la psychologie est un handicap. Je pense qu'il faut simplement être dans l'instant, connaître la situation. En fait, l'important c'est de connaître la situation dans laquelle on embarque. C'était ça le point de départ. On a une situation donnée et à partir de là, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie. C'est vraiment assez exceptionnel, quoi. Donc il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses. Donc on a le temps de s'oublier à des moments, on a le temps complètement d'être en suspension, quoi. L'important c'est d'essayer de garder le cap. Et de ce point de vue-là, voilà, tout est autorisé, tout est permis. Et on essaye d'avoir un spectre très large dans les directions qu'on a envie de prendre. Je pense qu'on avance ensemble, on arrive à se comprendre très vite. C'est vrai que c'est un film qui s'est construit au fur et à mesure des jours, sans avoir on a vraiment, encore une fois, très peu parlé ensemble, hein, et quasiment pas. Et c'est exceptionnel de pouvoir travailler de cette manière-là, quand on a fait beaucoup de films, qu'on est habitué à quelque chose d'assez routinier, parfois. Moi, je crois qu'un acteur doit être malléable. On doit s'adapter au travail du metteur en scène. C'est à travers son regard que les choses se font. On a une partition, il faut la suivre. Mais il faut vraiment se laisser guider. Parfois, il y a des metteurs en scène qui cherchent. Nicole Garcia est quelqu'un, par exemple, qui cherche énormément dans l'instant, qui va essayer toutes les directions. C'est bien de ne pas arriver avec une idée trop précise des choses et se laisser, voilà, guider. Même si on a une idée, quelque part, on a quand même une idée, mais on se laisse emporter. Donc, les choses sont toujours différentes en fonction des réalisateurs. Moi, j'aime cette idée d'être vraiment une patte. Voilà. Je ne sais pas si on va voir quoi. Surtout dans un sujet qui m'intéresse, et toi, tu ressens la différence de qualité artistique ou tu laisses cette responsabilité au réalisateur? C'est-à-dire, quand tu fais une performance, toi tu penses, cette prise, ce moment-là, ce jour-là, moi je suis plus fort, tu peux arriver à ressentir ça et maîtriser ça dans une façon, je dis, ultra artistique, hein? Pas conventionnelle, dans l'effectivité du, je sais pas, pour les mettre plus bas dans une série télé, que oui, ça marche parce que ça va marcher pour le scénario. Mais non de dire, j'ai arrivé à faire quelque chose d'étrange là, qui est vraiment mystérieux et qui est vraiment fascinant d'une façon qu'on arrive, que j'ai même pas. Oh non, c'est comme une espèce de mécanique d'accumulation, un peu comme ça pourrait être. En fait, moi, c'est ton regard qui est important, et je pense que je me base un peu sur ce que tu dis, mais aussi. On le sent, d'ailleurs, à chaque fois, quand on avait quelque chose d'intéressant, on le réalisait assez vite et on essayait de creuser un peu plus dans cette direction. D'ailleurs, on sait quand ça devient, voilà, quand il se passe quelque chose d'inattendu, parce que c'est ce que tu me demandais souvent. Fais quelque chose d'inattendu. Parfois, on fait des choses, on ne sait pas ce que ça va donner. On fait des choses, on lance quelque chose comme ça en l'air. Il me disait, fais une grimace. Fais des gros yeux, je sais pas, fais quelque chose d'absurde. Ne reste pas dans quelque chose d'absolument classique dans le comportement qu'on peut avoir. Jouer un haut fonctionnaire de l'État, comme c'était le cas dans son film, d'ailleurs c'est une vision qui est assez personnelle à Albert. Il y avait un costume très élégant, costume croisé, on voit rarement des fonctionnaires de l'État habillés comme je pouvais l'être. Mais voilà, on se laisse guider. Moi, c'est ça l'écriture de son film, elle se fait au fur et à mesure des jours. Et parfois, je cherche même pas à essayer de comprendre, savoir. Je crois que parfois même d'essayer trop de vouloir comprendre et savoir, ça peut nous distraire en fait. Et si on essaye, en plus,
on travaillait énormément avec des non-professionnels. Et moi, j'ai toujours pensé qu'un acteur qui travaille avec des non-professionnels, c'est beaucoup plus difficile pour lui de trouver ce naturel que eux ont terriblement. Quand ils sont bons, même le meilleur des acteurs à côté, je trouve que parfois, voilà. L'incarnation, en fait, vous pouvez pas rivaliser avec ça. Et tous ces acteurs qu'il trouvait avaient quelque chose d'assez exceptionnel. Avait une imagination, il y avait un répondant, donc on pouvait vraiment, voilà, c'était une joute verbale avec des indications assez générales et parfois très précises. Parfois on utilisait aussi l'oreillette aussi avec Albert. Ça c'est intéressant, moi je trouve que l'oreillette c'est quelque chose d'assez exceptionnel, d'être guidé dans l'instant sans déranger la séquence, sans déranger l'instant présent. Vous avez l'oreillette et tout d'un coup on a des informations, des choses que peut-être on ne voit pas ou des choses que lui veut peut-être appuyer. Vous ne troublez pas à l'instant, voilà c'est ça. Vous n'avez pas quelqu'un qui intervient et qui dérange en fait les acteurs sur le plateau, ça c'est formidable. Et vous pouvez aussi faire les choses en secret, vous pouvez surprendre. Et c'est bien d'avoir ce regard extérieur, parce que c'est ça, c'est le regard du réalisateur qui va nous guider. Sans lui, c'est d'abord avant tout pour un acteur, c'est cette confiance-là, surtout avec lui. Moi ce que j'aimais avec Albert, c'est ça, c'est tranquille. C'est tranquille, comme il le dit. Voilà, tout est possible. Je pense que tu as donné la clé un peu de tout, parce que je n'avais jamais réfléchi à ça d'une façon, tu l'as dit maintenant, mais l'idée de l'oreillette. Parce que d'abord, comme tu as dit, il n'y avait pas de scénario. Alors, bon, il y a un scénario, mais on ne le suit pas, ou c'est comme une espèce de guide. Après, évidemment, mon français, c'est pas si bon pour le siffler à lui, en plus, il ne doit pas être pour ça, tout le temps, le dialogue. Alors, ça va être transmis à travers de quelqu'un qui va improviser. Plus ou moins, que je le disais, j'étais à côté, mais de temps en temps, parfois non, parfois oui. L'idée comment dire, transmettre qu'est-ce qu'on doit lui dire, à lui de dire, mais d'une façon assez, comment dire, indirecte, parce qu'avec les souffleurs, on ne se parlait pas d'une façon, non, ils comprenaient un peu ce qu'il faut faire, mais c'est souffleur. Oui, les souffleurs, souffleurs, excusez-moi, souffleurs. Mais ça donne une idée très intéressante, parce que lui, quand on ne parlait pas la plupart des fois, qu'est-ce qu'il faut faire ici, je te disais peut-être, tu es ici, tout ça. Mais ce qui comptait, c'est l'oreillette. Alors, toi, tu rentrais là, tu mettais l'oreillette, et on va voir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Moi-même, je ne savais pas. Les souffleurs ne savaient pas non plus, bon, on s'est parlé un peu, mais elle devait aussi créer quelque chose, créer quelques matières. Il était assez bon pour faire ça. Avec la particularité que lui, c'était la première fois, lui, il est un maître génial pour écouter l'oreillette et réagir en conséquence à thème réel. J'ai jamais vu, bon, je n'ai pas travaillé, j'ai fait un film de scène lunaire avec des jeunes, beaucoup d'acteurs avec l'oreillette et tout était nul. Et là, avec une vitesse extraordinaire du cerveau, je pense, de connexion cerveau-oreillette, en plus, l'oreillette, tu avais la possibilité de la voir très très en bas, c'est-à-dire qu'on ne les voyait pas, alors on a tous les angles possibles pour les 3 caméras, et en plus ça devait être très effectif pour l'écouter très bien, tu n'avais jamais problème d'écoute, parce qu'il a très bonne écoute, j'imagine. Et en même temps, lui, il écoutait les dialogues pour la première fois. Mais il les répétait instantanément, systématiquement. Un dialogue qui a été créé en même temps pour les souffleurs, avec certaines indications, on s'est parlé un peu avant, mais bon, moi j'étais à côté quand j'ai senti quelque idée, ou que j'ai un mot que j'ai mis, ou quelque chose que je savais qui pouvait provoquer quelques réactions, toujours dans les côtés, comme si on disait, dans la provocation, c'est-à-dire comme si, non, ces mots allaient faire quelque chose de bizarre, ou c'est, non, ça, il va avoir une réaction, donc, c'est des choses qu'on va sortir de les chemins prévus. Et là, ça donnait, je pense, une atmosphère que dans les films, j'espère, parce qu'on est en train de monter les films maintenant, que ça va être assez intéressant, c'est que c'est très organique, parce que lui, il est un maître, il entend le dialogue, il est comme il a une espèce de compulsion pour jouer. Non, il est un acteur un peu de race, dans le bon sens. Et une compulsion pour réagir avec la pression de l'oreillette d'une façon artistiquement forte.
Mais en même temps, c'était de l'artifice total. Parce que c'était des contextes assez bizarres, assez absurdes, avec des instructions d'oreillettes, des dialogues d'oreillettes assez, un peu dingue, un peu idiot. Si tu passais une seule seconde à réfléchir à ce qu'il te dit, un seul millésime de seconde à réfléchir à ce qu'on te dit dans l'oreillette, tu dirais, non, ça serait déjà cassé. Alors, il y avait une impulsion vraiment remarquable, et je dirais que unique, et ça on n'avait jamais parlé de ça. Toi, tu m'avais dit, on va faire l'oreillette. C'était un peu parce que je pensais que tu étais un peu, comment dire, un peu reçu. Tu dis, bon, on va faire l'oreillette. Et je dis, ok, moi j'ai aucun problème, hein. Ça sera intéressant. Non? Avant de tourner le film, je dis, oh là, pas de problème. Mais après, j'ai découvert que c'était vraiment la clé de le mélange d'organique avec sa capacité. Et aussi d'inventif, parce que toi, tu es très bon. Moi, je ne suis pas des éloges avec les acteurs en général, mais d'invention aussi de vocabulaire. Ce qui est assez étonnant, tu sais, avec les acteurs, parce que normalement, ils ne sont pas très inventifs à ce niveau-là. C'est vraiment, on découvre en fait ce que c'est qu'un haut fonctionnaire d'État. Donc il y a un vocabulaire, effectivement, il y a des protocoles, il y a une manière d'exposer les choses, c'est un politicien, donc c'est un menteur habile, qui emmobile les gens, qui en même temps fait preuve de sincérité, qui désarçonne un peu ses interlocuteurs. Et c'est vrai que au moment où on construit ce film, ben, finalement ça se précise, vous voyez, vous devenez bon à cet exercice en fait, d'embrouiller les gens, de leur raconter des histoires. Et c'est vrai qu'il y avait, je pensais que l'oreillette allait être formidable parce que ça pouvait donner à Albert cette liberté d'essayer de prendre différentes directions et de surprendre en fait ces acteurs, de sentir aussi peut-être des failles chez eux et d'aller creuser pour chercher quelque chose d'inattendu. Des acteurs qui ont pris une place beaucoup plus importante dans le récit, dans l'histoire, qui n'était pas prévu. En fait, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est une expérience qu'il faut tenter, parce que les processus de fabrication peuvent devenir ennuyeux, parce qu'on s'habitue à un moment donné à certaines situations. Parfois, voilà, on a envie un acteur, il a envie de jouer. Voilà, on attend énormément sur un plateau. Donc, quelqu'un qui vous dit, tu vas pouvoir jouer pendant 2 heures sans t'arrêter, c'est exceptionnel. C'est une expérience qu'on a envie de tenter et je crois que c'est formidable de pouvoir justement sortir un peu de cette conscience. Moi je suis au service de l'histoire, je suis au service du film, je suis pas au service de mon personnage. Je veux faire avancer les choses, je veux effectivement que mes partenaires soient bons, soient meilleurs, essayer de sortir quand je sens que quelque chose se passe devant moi. J'essaye de creuser un peu plus pour justement faire sortir quelque chose d'inattendu chez mon partenaire. Surtout quand ils n'ont pas d'expérience, vous voyez. Ça permet justement de leur donner, voilà, de les diriger aussi, de les orienter. Et c'est important, on travaille pour un film et on est tous finalement au service de l'histoire. Ça, c'est... Aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce film va être, c'est quelque chose de particulier. On a exploré beaucoup de choses. Je sais que c'est un personnage complexe, très ambigu, très ambivalent, très singulier, très étonnant, mais je n'ai pas cherché à intellectualiser trop les choses. Oui, parce que c'était ça, l'oreillette. Tu sais, lui, il avait... tu sais, on s'avait mis d'accord. On commence les scènes et il ne faut pas arrêter. Non? Après, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais pendant qu'on tourne, jusqu'à le moment qu'on finit les scènes, alors il y avait des moments où l'oreillette, tu sais, les soufflets des choses constant pendant 45 minutes sans arrêt, des répétitions et des variations avec une pression extrême, et lui avec une très grande capacité de concentration, que ça c'est le plus important, et une grande, comme dire, humilité d'une certaine façon, parce que tenir, tu sais, comme dire, les jeux, et en même temps, on pourrait avoir les faire dire n'importe quoi. Et lui, il aurait dit, avec une organicité extrême, parce que... Et c'est le tout, ce n'est pas d'être naturel, parce que le naturalisme, normalement, ça peut être chiant, quoi. De trouver un naturel absolu entre 2 personnes, c'est pas du cinéma. C'est pas que du cinéma. C'est bien qu'il y en ait de temps à autre, qu'on traverse comme ça des choses assez exceptionnelles, où on a un rendu presque
presque du documentaire, où tout d'un coup on est là, on est fasciné parce que ça, c'est un naturel absolu, absolu. Mais le cinéma, c'est sublimer, c'est trouver des situations et de les monter et de les rendre. C'est de sublimer la vie. Et donc, il y avait cette chose qu'on se disait sans cesse. Pendant 20 minutes, on est dans quelque chose d'assez ennuyeux parce qu'on essaie d'être naturel, mais c'est pas le but d'être que naturel et d'avoir une conversation comme ça. Il faut brusquer, il faut casser le rythme, il faut essayer de... Et c'est vrai que les acteurs qu'on avait cette routine. Vous savez, les gens, quand ils parlent, vous remarquez que les acteurs jouent beaucoup. Et c'est vrai que ça... Voilà, c'est beaucoup de variations parfois. Et c'est ça qui fait que les acteurs sont acteurs, mais il y a beaucoup de variations. Chaque réplique va être pensée. Mais dans la vie, les gens parlent avec beaucoup de... Enfin, toutes les choses sont souvent monocordes. On peut parler de choses assez dures, difficiles, avec des choses très en relief, mais finalement, on est toujours sur la même ligne. Et c'est ça qui est désarçonnant aussi. Mais c'est pas suffisant, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est pas suffisant. Oui, parce qu'il faut créer cet artifice que, comme tu dis, ça sublime la vie, ça sort un peu de la... Parce que le quotidien, c'est la routine, et c'est la sensibilité qui est détruite. Tu sais, ça ne fascine pas pour le cinéma, ça crée pas, ça fait pas rêver. Et même les choses les plus sales, tu dois la faire rêver, tu sais, on doit avoir envie de faire les choses les plus sales, les choses les plus méchantes, ou les choses les plus désagréables. Tu sais, tu dois avoir une fascination. Non? Et le cinéma, c'est un peu ça. Et je pense qu'avec Benoît, moi j'étais étonné, sincèrement, parce que là, on avait des autres acteurs, la plupart non professionnels, certains professionnels, mais vraiment la capacité sur tout, et aussi, parce qu'il disait parfois ce qu'il disait à l'oreillette, mais il donnait toujours une bain. Et c'est ça qui est fascinant, parce que quand il y a un acteur qui n'est pas un acteur qui réfléchit à ce qu'il sent ou il doit faire, tout ça, parce qu'il est sous la pression de la concentration, etc. Mais en même temps, il a une certaine, qu'on dirait, spontanéité, une certaine, je ne dirais pas si culture ou cultivée, parce que toi tu avais préparé, et un jour tu me dis, je regrette d'avoir pas recherché plus de vocabulaire, tout ça. J'ai dit, t'inquiète pas, on va faire notre version, tu sais. C'est pas là, on ne va pas représenter un fonctionnaire normal. Parfois, on vit encore avec le personnage qu'on a joué après le film, et on se rend compte qu'un mois ou 2 mois après, on possède totalement le personnage. C'est maintenant que c'est intéressant parce qu'on l'a vraiment essayé dans tout. Voilà, on a une connaissance parfaite. Et c'est vrai que parfois il nous manque un peu de temps pour faire les choses. On a besoin de préparation, pas pour tous les personnages, pas pour tous les films, tous les rôles, mais en l'occurrence là c'était important. Et par rapport à, simplement une autre question peut-être, par rapport au corps. Tu sais, l'idée de, quand tu as dans ta carrière, on en parlait avant, moi je pense que c'est très important, l'idée du corps, du visage aussi, évidemment, c'est une partie, parce que déjà, c'est la chose la plus visible dans les films. Tu sais, d'accord, aujourd'hui, avec les séries télé, avec les petits écrans, on entend que les dialogues, on ne regarde même pas, parce que les écrans sont plus petits, et ce qui compte, c'est l'argument, c'est la tension dramatique, d'une façon assez superficielle, mais bon, dans le cinéma encore, on peut regarder un peu. Et il y a cette idée du mystère, de ne pas comprendre, des visages, des choses qui sont incohérentes, qui sont pas, non, qui sont contradictoires même, les visages qui disent quelque chose, les dialogues qui disent un autre, les décors, les montages, des choses qui ne sont pas, non, qui sont pas une hiérarchie assez parfaite, qui ne sont pas contrôlées, qu'il y a une espèce d'absence de contrôle. Alors les corps, je pense que c'est important parce que sinon, c'est la partie visible de l'acteur. Et jusqu'à quel point, tu sais, dans ta carrière, ça a évolué, si tu exerces un contrôle. Moi, j'adore quand, tu sais, avec les 3 caméras que tu sais qu'on utilise, l'acteur est impossible de contrôler l'image qu'il offre. Parce qu'avec 3 caméras, tu ne sais pas quel plan ils font. Tu ne peux pas te diriger une caméra, tu ne peux pas te communiquer. C'est un peu absurde d'essayer de contrôler ce que tu fais. Du point de vue de vanité, d'essayer de faire un bon travail d'acteur. Ça arrive à devenir impossible. Et ça, c'est vrai que c'est un peu une impotence, non, d'une certaine façon. On rentre dans les clichés aussi d'acteurs qui veulent maîtriser tout, absolument tout. Mais l'idée, c'est de s'oublier totalement. L'incarner, c'est ça, c'est d'essayer de s'oublier et en même temps de se connaître,
de se connaître bien. On connaît son physique, on connaît cette façon de bouger. Il y a des automatismes, comme je dis. Moi, j'ai vu des actrices extraordinaires savoir que la lumière n'est pas assez forte à tel endroit parce qu'elles ne seront pas forcément à leur avantage. Il y a une connaissance de la technique aussi de l'acteur qui est, au bout d'un certain temps, qui est assez phénoménale. Et mais les hommes aussi, hein, parfaitement, tu as raison. Moi, j'ai toujours abordé les choses physiquement. J'ai toujours pensé que déjà le cinéma, c'est visuel, et qu'il y avait d'abord, avant d'avoir une réflexion, c'était d'abord une approche physique. D'essayer d'enlever les mots de la partition, d'essayer d'enlever tous les mots qu'il y a sur un scénario, d'essayer d'alléger les mots le plus possible, d'en enlever quand c'est pas nécessaire, quand il y en a trop. Et ça, c'était quelque chose que j'aimais faire beaucoup, et c'était d'exprimer des choses comme ça. C'est physiquement, c'est important, et c'est vrai qu'on fait avec ce qu'on est. Et c'est vrai que plus jeune, j'étais je ressemblais plus à une brindille, quoi. J'étais tout sec et je me disais, j'avais peur d'être toujours trop lisse. J'avais blond aux yeux bleus, je me voyais, on me disait, tu as une tête d'ange. Je me disais, mais moi je ne vais pas jouer ça. Comment je vais essayer de travailler les choses en contradiction? Et j'ai toujours pensé que la contradiction, c'est l'essence qui nous intéresse. C'est ça qui est intéressant dans un rôle. C'est d'être dans la contradiction parce que c'est ce qu'on est. Tous. On n'est pas ce à quoi on ressemble. Hein, les êtres les plus forts ne sont pas forcément ceux qui sont les plus physiques. On voit bien que l'habit fait le moine beaucoup ici. Mais la vérité, la réalité, c'est tout le contraire. Donc travaillons sa sensibilité, ses failles, ses faiblesses, autrement que dans le physique, et peut-être trouver toujours une contradiction en permanence. C'est ça. C'est ça en fait. C'était comme ça que j'abordais les choses en fait, principalement. Ah, moi j'aime cette idée parce que moi je les voyais ça. Dans les films, non? Moi aussi, j'ai dit, le rôle que tu joues, que c'est un autre commissaire, c'est-à-dire une espèce de préfet, dit, ça doit être comme ça, physiquement, ça doit être habillé comme ça, ou ça doit être gros, ou ça doit avoir ces gestes ou pas. Non? D'abord, tu te mets la question, ça sera crédible, ça sera, non, c'est pertinent ou pas, mais après, il y a un certain moment et tu dis, le risque c'est ça, c'est de créer la fantaisie à partir de quelque chose qui n'est pas une projection d'une espèce de fantaisie, mais qui en même temps est une autre fantaisie, mais pas une projection, comment dire, déjà figée. Et d'assumer cette incertitude de cette projection pas figée que tu réalises, non, au fur et à mesure, avec le temps, avec l'actuation, ça va créer quelque chose de solide, sérieux. Soit organique, moi je n'utilise pas le côté naturalisme, le côté organique, c'est-à-dire que tu crois un peu, comme même le cinéma, c'est la foi, c'est d'y croire. Mais la direction que tu as pris avec les costumes, c'est-à-dire d'habiller ce haut fonctionnaire avec un costume croisé, couleur chair, en lin, très élégant, c'est pas habituel pour une tenue de fonctionnaire. Je me suis dit, effectivement, c'est intéressant parce qu'on est au bout du monde, on est en Polynésie, et c'est peut-être la liberté qu'on peut avoir, c'est d'être loin de tout, loin des protocoles, loin du classique. Et donc cette liberté qui se donne, lui, et puis physiquement, d'avoir de la lourdeur, parce que il est dans une routine, ce type. Hein. L'île, c'est très tout petit. Puis finalement, sous le soleil, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on boit, on parle. Il n'y a pas beaucoup d'action, finalement, on ne bouge pas trop. Et donc, il y a une lourdeur qui s'installe, tu vois, et finalement, les choses, elles prennent leur sens de cette manière-là. Et je pense toujours qu'il y a quelque chose d'inconscient aussi, des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, je me suis toujours pensé qu'il y avait une bonne étoile. Parfois me dirigeait sans que je m'en rende compte vers quelque chose de bon, quoi, qui est utile en fait, de sensé en fait. Sans avoir trop réfléchi, finalement, j'ai été guidé par ça. Et finalement, tu vois, c'est ce travail à plusieurs finalement qui nous emmène et qui nous guide vers ça. On y trouve une réalité, quoi. Et c'est toujours comme ça ou non? Est-ce qu'il y a une espèce de... Tu peux arriver à maîtriser une routine qui marche, tu sais, où... Comment dire, les défis artistiques disparaissent complètement ou pas? Ou il y a toujours un petit enjeu? Un enjeu? Un enjeu artistique, c'est-à-dire de créer quelque chose qui va aller au-delà de... D'abord, je pense, moi, d'abord physiquement. C'est-à-dire, c'est un côté motivation. Dans quel côté tu peux t'arriver à motiver? Toi, tu as fait tellement de films que tu es né... Non, l'âge du cinéma, tu es presque né avec le cinéma. Et comme tu es motivé pour vraiment toi-même te surprendre à toi-même, si c'est possible ou pas. Parce que pour un réalisateur, c'est facile d'une certaine façon, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à mélanger. Mais avec un acteur, c'est toi avec toi-même, c'est un peu fatigant. C'est l'expérience, tu sais. T'es pas le même sur ton premier film que sur celui-ci.
tu as l'expérience, le travail, tu as éprouvé. Et la vie aussi, ou non? Ouais, et puis voilà, l'âge, ça change tout. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours, je pense que le doute, c'est très intéressant, de douter tout le temps. Ça suscite plus de questions, ça suscite plus de recherches. Mais combien de fois je me demandais si j'allais être capable de jouer Louis XIV, capable de m'attaquer à Alfred de Musset, à une image comme ça qui appartient à tout le monde. Est-ce que j'allais être capable d'incarner ce genre, un roi de France, par exemple? C'était beaucoup d'angoisse. Et puis parfois, voilà, tu fais le travail classique, hein, tu lis, tu fais des recherches, tu prends de la nourriture, voilà, des interprétations différentes de ces personnages historiques. Mais tu n'as toujours pas, finalement, tu ne le possèdes pas, finalement, c'est ta propre interprétation qui va compter le plus. C'est ton instinct qui fera le reste, et il va suffire de te mettre dans un costume, de mettre une perruque, et tout d'un coup, les choses vont se déclencher naturellement, simplement. Et tout ce que tu auras pu acquérir, tout le savoir que tu aurais pu prendre, tu vas le balayer d'un revers de main, et tu sauras, tu deviendras effectivement la vision que tu as à ce moment-là, selon la partition que tu as. Parce que tout dépend aussi de la partition qu'on a. Moi, je me base d'abord sur ce qu'on me demande de faire. Mais t'es arrivé parfois de ne pas lire une adaptation, parce que l'adaptation, finalement, c'est ça qui compte. C'est pas le roman. Le roman va pas m'apporter quelque chose c'est pas tout le temps le cas, mais parfois c'est important de rester concentré sur ce qui est prévu, sur ce qu'on doit jouer. Et pas de chercher ou de se raconter son histoire. Se raconter sa propre histoire. Mais rien n'arrive par hasard. Parfois, et voilà, je dis toujours, il y a des rôles qui vous choisissent. Qu'est-ce qui fait que vous allez trouver des résonances intimes dans certains personnages, sans que personne ne puisse le comprendre, le savoir. Sans qu'un réalisateur vous connaisse, il va vous proposer quelque chose qui va vous parler parce que ça vous ressemble. C'est toujours très étrange, en fait. Il y a aussi toute cette part qui est inexplicable. Mais le temps, j'ai l'impression qu'avec l'âge, l'expérience, la lourdeur, parce que finalement, on est chargé de plus en plus de son histoire avec le temps, et on utilise son histoire et on la met au service des personnages qu'on joue. Et plus on en a, moins on a besoin de faire, moins on a besoin comment dire, pas de travailler, mais de chercher. On incarne plus simplement, plus évident, ça devient beaucoup plus évident. On joue moins, on devient simplement, on est. Et c'est formidable. On se défait de toutes ces fioritures. Voilà, moi quand je commençais le cinéma, j'étais perpétuellement derrière le retour vidéo. Je regardais tout. Je regardais ma façon de bouger, je regardais mes gestes. Parfois, je trouvais que c'était pas trop esthétique, c'était pas à mon avantage. Et puis, j'écoutais d'abord pour savoir si c'était bien. Alors, j'écoutais, j'allais voir l'ingénieur du son, je mettais d'abord ça sur les oreilles. Si ça me semblait très bon, c'était très bien. Mais si, dans un film de genre, un film d'action, tout d'un coup, le héros doit se comporter d'une telle ou telle manière, j'allais tout le temps vérifier si c'était efficace. Parce que la gestuelle aussi était importante. Dans un film de Chabrol, qui s'appelle La fille coupée en deux, je faisais un aristocrate fin de race, comme ça, qui avait une gestuelle que je m'étais racontée. Et donc je vérifiais si c'était bien à l'image. Parce qu'on ne connaît pas d'abord, on a besoin de savoir quelles sont les focales, comment vous êtes filmé, est-ce que vous êtes filmé là, vous êtes filmé là, vous êtes filmé là. Si vous êtes filmé ici, à quoi bon bouger vos pieds? Je suis pas sûr que ça va se voir. Donc il y a une connaissance en fait de son métier qui permet aussi de savoir quand faire placer les choses. Et puis avec le temps, naturellement, j'ai arrêté d'aller regarder la vidéo. J'ai arrêté d'aller tout scruter, tout checker minutieusement. J'ai un moment donné, je me suis libéré en fait de quelque chose où j'avais tellement besoin de perfection, quoi. La perfection parfois peut vous induire en erreur. Quand vous sentez que vous forcez les choses, quand vous voulez prendre un accent, quand vous voulez avoir une gestuelle, une façon de marcher, vous ne la possédez pas totalement. Donc vous forcez le trait, vous ne pouvez pas incarner. Vous êtes forcément conscient de ce que vous devez faire. Et ça, c'est un manque de liberté, c'est terrible. Vous ne pouvez pas donner un texte avec toutes ces contraintes, en fait. Il faut posséder tout ça. Donc, on se libère, en fait, vraiment avec le temps. Et c'est ça qui est formidable, on se libère. Et on va à l'essentiel des choses. Donc, je passais mon temps à vouloir changer de physique, tout le temps.
changer de couleur de cheveux, changer de ceci, ça, parce que je me disais ça va raconter ça, ça va raconter ça, ça va raconter ça. Je voulais pas être un acteur de caractère. Il y a des acteurs de caractère qui mettent leur personnalité au service des rôles et on voit toujours la même personnalité. Moi j'ai envie quand même de faire des compositions, je voulais pas raconter ce que j'étais. Et il y a peu de temps je me suis demandé si finalement toutes ces choses différentes que j'ai pu faire, c'était pas des tiroirs en fait, que c'était pas une partie de moi-même en fait multipliée, que j'avais pas toutes ces personnalités finalement déjà dans quelques tiroirs et j'avais juste à les ouvrir. Parce que on peut faire un travail extrêmement dense, mais à chaque fois je m'aperçois que l'instinct domine tout le reste. C'est notre instinct qui nous fait bouger, c'est notre instinct qui nous fait regarder là, c'est notre instinct qui nous fait comprendre, qui nous fait réagir quand vous êtes face à un acteur. C'est l'écoute, c'est l'instinct. C'est l'écoute, c'est l'instinct. Quand j'écoute quelqu'un, c'est mon instinct qui me guide. Donc on peut intellectualiser tout ce qu'on veut. Je pense qu'à un moment donné, tout se réduit à ça. Et c'est ça qu'on n'explique pas et ça devient immédiat. Ça me donne une idée un peu extrême de porter ça jusqu'à la fin. C'est l'idée de, tu crois que c'est possible de ne pas être un acteur de caractère, comme tu dis, qu'il joue ce rôle, impose sa présence en soi, et en même temps, créer un personnage où il n'y a aucune information. C'est-à-dire, créer un personnage dans le vide total. C'est-à-dire, tu dis, tu vas faire un film, mais tu ne sais rien. Tu ne sais pas quel est son métier, comme il est, s'il a quelque chose. Non, l'idée de vraiment une sculpture, sculpter, c'est ça en français, sculpter, oui, quelque chose, mais vraiment dans l'aveugle total, dans le vide total. Tu crois que ça serait possible ou il y a toujours une espèce de... Non, je crois que parce que c'est quelque chose qui me fascine l'idée. Et je mets la pression pour quand il y a, non, évidemment, on connaît un personnage, et tout est pour détruire ce qu'on attend de ce personnage, que l'acteur et aussi le spectateur va attendre de ce personnage. Non, tout est pour cacher ça. Parfois. Qu'est-ce que tu veux faire? Soit tu joues, c'est ta personnalité qui va se mettre en avant. C'est ça que je demande. Soit tu neutralises tout. Tu neutralises ta gestuelle, tes gimmicks, tu neutralises tout et tu pour faire quoi? Ben, tu fais rien et tu parles de manière... Mais tu ferais quelque chose parce que n'importe ce que tu fasses, ça sera enregistré, alors le personnage sera déjà là créé. J'ai vu une fois dans un cours, il y avait ces élèves et le professeur disait, j'ai rarement fait j'ai fait un stage de théâtre avec un américain, méthode d'acteur studio, et il y avait des choses très intéressantes. Et je me souviens aussi d'un cours que j'avais fait où tu sais, la prof regardait l'élève et lui demandait de donner un texte et il y avait toujours une main qui bougeait, tu vois. Et donc elle disait arrête de bouger parce que ton émotion passe avec tes gestes, tu vois. Donc il faut être totalement figé et jouer, voilà, de manière neutre. Donc c'est un exercice pour obtenir quelque chose. Mais est-ce que ça va t'intéresser pour autant? Je ne sais pas. Moi je crois qu'on peut être désincarné. Est-ce que c'est possible? On travaille avec soi-même. Donc non, tu retrouveras qui je suis, encore plus. Parce qu'il y aura à la fin une physicité, non, un besoin d'un corps, non, quelque chose. Non, tu réfléchis pas, simplement tu arrêtes de penser. D'ailleurs, souvent on a, tu vois, c'est pas forcément très à ton avantage de totalement t'oublier. Tu sais, quand tu te prends en photo chez toi, à des moments quand tu es dans l'intimité, tu t'aperçois que tu fais des drôles de toi, tu fais des têtes qui ne sont pas très très avantageux pour le cinéma ou pour l'image. Non, je suis d'accord, mais il faut quand même, tu vois. L'idée c'est de créer un artifice qui en même temps est organique et en même temps totalement original. Ouais. C'est ça le but, c'est-à-dire qu'il y a cinéma dans l'artifice pour les rêves, qui est organique, qu'on y croit pour la foi, et qu'en même temps c'est inédit en atmosphère, qu'on l'a jamais vu. C'est pas un cliché qu'on a déjà vu dans 50 000 films, ouais. Mais que c'est rêve, organicité, que c'est pas naturalisme, mais qui y croit comme si tu créais à Hitler ou n'importe quoi. Tu vois la réaction qu'on fait dans la vie, par exemple, quand on annonce une nouvelle terrible, je regardais ça dans des films et j'essaie de m'inspirer. Les acteurs qui ne connaissent pas certaines situations dans leur vie réelle vont s'inspirer forcément de ce qu'ils ont vu au cinéma. Donc leur réalité sera forcément des contenus qu'ils ont vus au cinéma. Donc voilà, ils ne connaissent pas cet univers-là, mais ils ont vu au moins une dizaine de films où à chaque fois il y a une scène où la personne apprend une nouvelle terrible et tu regardes les acteurs comment ils reçoivent l'information.
Bon, soit tu fais de l'information, tu donnes l'information au spectateur, soit tu fais comme dans la vie, où tu laisses percevoir aucune émotion. Bon, la peur, elle est brutale, elle te prend c'est dans la cage thoracique quand tu as peur. Ça te saisit là, mais tu n'as pas de gestuelle, tu n'informes pas le spectateur, tu ne lui donnes pas cette information. Donc c'est deux choses différentes. Il y a des réalisateurs qui peuvent faire quelque chose de sourd, d'opaque, voilà. Et puis d'autres qui veulent que tu les informes. Souvent en télévision, on te demande d'expliquer. La télévision explique souvent déjà ce que tu dis. Au cinéma, on essaye de moins être explicatif. C'est vrai que c'est un bon exemple parce que c'est une scène très difficile. En fait, on a fait une dans les films, si tu te souviens, les derniers jours, qu'on est à l'annonce des essais, tout ça, c'était assez ridicule et assez difficile de les faire sans tomber dans les clichés. Voilà. C'est des scènes très... plus les situations sont extrêmes, plus tu deviens, tu peux vite tomber dans le ridicule. Parce qu'on n'a aucune connaissance de cette réalité-là. Hein, de savoir que tout d'un coup, il y a une bombe atomique qui vient d'être tirée, un missile atomique nucléaire vient d'être tiré, comment réagir? Moi, j'ai souvent été désarçonné quand on me demandait de recevoir, par exemple, un projectile. J'ai toujours pensé que les films de genre, les films d'action sont beaucoup plus difficiles que ce qu'on laisse à penser. Parce que vous êtes toujours sur ce fil du ridicule. Voilà, sortir une arme, arrêter quelqu'un. Quand on est enfant, on joue aux gendarmes ou aux voleurs. Sortez une paire de menottes et essayez d'arrêter quelqu'un. Vous avez l'impression que ça va être très facile, mais en fait, vous êtes absolument ridicule. Donc incarner un policier, c'est extrêmement dur. Jouer la souffrance, c'est beaucoup plus dur que de la donner. Frapper quelqu'un, recevoir des coups, c'est extrêmement difficile. C'est parce que vous n'avez pas de... Est-ce que vous avez vécu ça vous-même? Moi, c'est des questions auxquelles j'ai été confronté plusieurs fois et je ne savais pas comment réagir. Alors, comment on fait quand vous prenez des balles dans un gilet pare-balles? C'est une grande question. Vous essayez de chercher quelle est la meilleure réaction. Donc, vous avez vu ça dans des films 50 fois. Mais est-ce que ça, c'est la vérité? Voilà. Alors, soit vous allez voir quelqu'un à la police et vous lui demandez de vous tirer dessus, vraiment. Et là, tu verras ce que ça donne. Mais on ne peut pas éprouver toutes ces situations-là. Le cinéma, ça peut être ça, décliné à tellement de choses. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a, pour aller plus loin encore ça, moi j'ai toujours réfléchi et je me trouve retrouvé dans cette situation dans certains films. Par exemple, et c'est surtout ce concept qui m'a beaucoup intrigué, c'est le concept de l'innocence. Comment représenter l'innocence? Et si un acteur peut arriver à représenter l'innocence, parce que par définition c'est contradictoire, c'est la représentation par un acteur de l'innocence, que, imaginons, une espèce d'acteur non professionnel qui est déjà innocent, une fille innocente, est-ce que tu crois qu'on peut arriver à, vraiment, avec l'artifice, à créer, pour les spectateurs intelligents évidemment, à créer une sensation qui est aussi puissante, en même temps aussi artificieuse, en même temps aussi organique, en même temps aussi originelle, que par rapport à l'innocence, que ce qu'on pourrait faire avec la vraie innocence, comme si on le retrouve dans la vie d'une façon surprenante et extraordinaire. Quels sont les codes? Non, si c'est bien écrit, si non, j'y crois pas. Si c'est bien mis en scène. Impossible. Avec ces concepts, c'est impossible. L'enchantement, l'innocence dont tu parles, si tout d'un coup, normalement, ça devrait être facile. Non. Moi, une fois, on m'a demandé de jouer quelque chose de, pour moi, je n'arrivais pas à faire. Je revenais d'un camp de travail, juste après la Seconde Guerre mondiale, et je retrouvais la femme qui m'a permis de survivre dans ces camps de... Et je suis dans un hôpital, elle vient me rendre visite, et il y a un rayon de soleil. Je m'agenouille comme ça, je pose ma tête sur sa cuisse, et je caresse, je soulève un peu sa jupe, et je caresse sa fesse comme ça, et je lui dis, elles sont douces tes fesses, et le plus merveilleux c'est qu'il y en a deux. Oui. Comment tu joues ça? Non, comment tu peux jouer ça? Donc tu sais très bien que oui, mais c'est comme une blague dans les théâtres, mais essayer de le faire dans le cinéma, c'est déjà plus compliqué. Oui, mais t'as un metteur en scène qui te demande de le faire et qui te dit mais c'est... Oui, mais peut-être le metteur en scène se trompe. Mais il se trompe, bien sûr. Peut-être que c'est impossible de le faire. Bien. C'est très difficile, tu peux pas lui dire non. Non, tu lui dis non, je peux pas jouer ça, je vais être ridicule, quoi. Comment je peux trouver... Alors, tu essaies de te dire, peu importe ce que tu as à dire, il faut vivre ce sentiment. Si tu veux réussir à le faire, sans être ridicule vraiment, il faut simplement vivre la situation et tu fais abstraction des mots.
et tu penses à quelque chose de doux, un sentiment voilà, d'innocence, de beauté, et tu dépasses ça. Voilà. Je pense que c'est la seule façon de le faire. Si tu focalises tout d'un coup sur l'absurdité de la scène, tu n'y arriveras pas et tu seras ridicule encore plus. Alors, donc on peut tout jouer, mais c'est pour ça que faut bien choisir. Est-ce que tu as, parce que ça m'intéresse aussi, est-ce que tu as beaucoup de fois la honte quand tu fais quelque chose, tu sens la honte de faire quelque chose qui ne va pas marcher, qui est d'un très bas niveau, qui vraiment, sans être jamais complètement sûr, parce qu'on n'est jamais complètement sûr de comment ça sera utilisé. Et comme gérer ça? Comme tu gères ça? Tout dépend de ce qui... Qu'est-ce qui t'atteint? Qu'est-ce qui est pour toi être quelque chose de... Moi, la honte que j'ai ressentie une fois, c'était sur un film de Xavier Beauvois, où je devais chanter une chanson d'amour à Nathalie Baye et la séduire. Et c'est assez vraiment, c'est absurde ce que je vais te dire, mais il me propose une chanson de Rachid Taha, tu vois, que je devais chanter sur scène avec un micro. Et je dis non, j'écoute beaucoup Aznavour en ce moment, et je chante beaucoup Aznavour chez moi. J'aimerais bien chanter Emmenez-moi ou je sais pas un morceau d'Aznavour, parce que je suis persuadé que je suis bon quand je la chante. Tu vois, je suis vaniteux à ce moment-là, je chante sous ma douche, je chante chez moi, et je me dis, tiens, t'as jamais fait de cours de chant, mais tu chantes bien. Là, c'est aussi bête que ça. Et il accepte. Et je monte sur scène, et j'avais pas répété, je prends le micro. Et là, je chante, je commence. Et là, je découvre que j'ai une voix absolument nulle. Et il y a 70 figurants devant moi, et je me sens seul, nul, ridicule. Alors j'étais persuadé que j'allais lui faire un tour de chant et que j'allais la choper comme ça, tu vois, avec ma voix magnifique. Là, je me suis senti vraiment très mal. Et une autre fois, j'ai dû devant... Tu vois, c'est... Et plus intimement? Non, rien. Non. En fait, quand tu es avec des gens... Évite de juger à toi-même en tant qu'acteur, ou les acteurs en général, parce que sinon ils finiront jamais. Il y a tellement de prises, tellement de... La pudeur, est-ce que tu es capable d'être nu? Est-ce que tu es capable de te présenter Les scènes d'amour, c'est très difficile, trouver de l'intimité devant une équipe qui te regarde, tu vois. Qu'est-ce que tu... Moi, je suis quelqu'un de pudique, donc les premières fois que j'avais des scènes d'amour, pas forcément... devant, tu vois, à poil, mais simplement d'embrasser quelqu'un, c'est difficile aussi. Tu sais pas, tu espères être bon, quoi. Surtout ça, tu essaies d'être bien, que ta partenaire soit tu vois, c'est tout ça, c'est pas une question. Enfin, et au fur et à mesure du temps, mais je crois que je suis encore plus mal à l'aise aujourd'hui de jouer les histoires d'amour, parce que comment ne pas jouer l'histoire d'amour sans te laisser emporter par le truc? Parce que pour la jouer, tu as besoin d'y croire. Et comme moi j'avais quelque chose d'assez... j'étais très contre ces acteurs qui tombent amoureux l'un de l'autre sur les tournages, qui se racontent des histoires. Pour moi c'était totalement faux. Alors, quelle est la solution? Parce que j'étais contre ça. Tu dis que tu dois créer en même temps. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de ne pas en faire beaucoup, de grosses histoires d'amour. Parce que ça me coûte. Là, récemment, j'ai fait un film et c'était gênant, quoi. Parce que tu dois te freiner. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'essaye avec le temps, ça me perturbe et ça me gêne. Alors, on a de la distance, on est un peu plus... C'est pas forcément les mêmes choses qui vont me toucher, mais c'est vrai que c'est de l'intime. Dès que ça touche à l'intime profond, forcément, c'est une mise à nu. Il faut être en confiance, il faut être avec des gens dont tu es certain qu'ils ont de l'amour, ils ont un regard tendre, bienveillant. Si tu sens qu'il y a une hostilité, c'est pas possible. Ah, ça te met en colère, tu peux pas. C'est pour ça que travailler avec les gens qu'on aime, c'est important. Avec le temps, c'est de plus en plus essentiel. S'il n'y a pas ce truc-là et que tu dois parler de choses extrêmement intimes, des choses trop personnelles, tu peux pas les donner comme ça, de cette manière-là. C'est impossible. Je suis d'accord. Je pense que... Moi, je pense pas que je peux tout jouer. Hein. Je peux pas dire non, que... je suis d'accord. Et moi, quand j'ai vu des acteurs, j'ai toujours, pour chaque scène, choisi, dit, si cet acteur va aimer cette fille, ou l'inverse, cette fille va aimer cet acteur, on va les mettre ça, et comme ça, on va créer quelque chose. Tu sais, c'est de la manipulation totale, mais maintenant, ça marche, dans le sens que, d'abord, on y croit un petit peu, non? L'acteur y croit un petit peu parce qu'il ressent quelque chose lui-même. Alors c'est plus facile que ça réverbère ou que ça donne une vibration, non?
Je pense. Ça, c'est une évidence, c'est quelque chose qui n'est pas... Il ne faut pas être un génie pour penser ça, mais... Au restaurant, c'est toi qui m'as dit il y avait cette scène avec une jeune femme, et tu ne lui croyais pas. Oui, bien sûr. Ah, tu vois, je n'ai même pas eu besoin de te le dire. Il y a quelque chose qui ne marchait pas. Oui. Ça, c'est juste ta perception. Le cinéma, c'est toujours fait de ce genre de choses. Alors je suis très content de pouvoir faire des films comme ça, qui ont une certaine liberté, parce que même si tu ne crois pas à ce que tu fais, on le lève, c'est tout, et c'est fini, parce que dans des films normaux, tu ne peux pas faire ça. Tu sais, c'était une petite expérience, on a fait un film, on avait choisi une actrice dans ce film qu'on a fait, et le premier jour, après 20 minutes, 20 secondes, je ne sais pas quoi, j'ai compris que je me suis trompé. Non? Et heureusement que dans des films que je... Tu n'étais pas sûr, en fait, tu me demandais, tu es venu pour me savoir, sonder un peu si tu pensais... Oui, j'étais pas sûr, mais pendant 20 minutes. Mais oui, mais bon. Mais c'est à dire, mais heureusement que parfois dans certains genres de films cinéma d'auteur au niveau de production, ça c'est encore possible. Parce que, et c'est pas pour choisir d'une façon, comme dire, arbitraire. Non, c'est parce qu'on ressent quelque chose et on est là, ce film, ça va être tourné qu'une seule fois, le thème est très limité, très serré, on n'a pas du temps d'expérimenter, alors on doit prendre des choix, et ce sont des choix très risqués aussi. Soit prendre une personne, soit le rejeter, soit faire cette scène avec une, avec l'autre, ce sont des décisions qu'on ne pourra pas refaire après le lendemain. Alors c'est des choix toujours, c'est des choix permanents qui génèrent beaucoup de pression. Claude Chabrol, il disait toujours que pour lui, la direction d'acteur, c'est d'abord le choix de ses acteurs. Il ne les dirige pas spécialement, mais c'est le choix qu'il va en faire qui sera l'évidence. Mais ça, c'est une vérité aussi. C'est difficile. Moi, je peux dire qu'être acteur, faire des films, comme il y a l'humain à l'intérieur, c'est pas comme l'écrivain, j'ai des respect pour la littérature, c'est le top. Mais après, là, quand tu travailles avec les personnes, tu sais, il faut déjà gérer des choses désagréables et la manipulation, non, un rôle important. Il y a des gens qui manipulent, il y a des gens qui sont pleins de perversion, qui aiment diriger dans la perversion. Il y a des cinéastes qui aiment ça. Moi, j'ai pas eu l'occasion de travailler tellement avec ce genre de personnes, mais j'ai des amis qui ont travaillé avec des personnes comme ça. C'est vrai que c'est complexe, qui jouent sur tes émotions personnelles, qui vont te tyranniser un peu. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Aussi l'acteur qui tyrannise le réalisateur. Bon, c'est fini, non? On va finir parce qu'on dit que c'est fini. Mais en tout cas, merci à Benoît et merci à vous pour toute cette conversation. Très grand.